En 1884, à Cheyenne, la valeur d'une femme se mesurait en fesses. Mais Taylor Jenkins n'offrait que le silence dans la nurserie. Qualifiée de stérile et divorcée par son riche mari, elle se tenait sur un quai enneigé. Elle tremblait, prête à laisser le vent glacial mettre fin à sa honte. Elle n'avait pas d'argent, pas de famille et absolument aucun espoir. Soudain, une ombre massive a bloqué le soleil. Un montagnard robuste, sentant la résine de pin et le sang séché, se dressait au-dessus d'elle. Il ne lui a pas offert de romance ou d'or. Au lieu de cela, il lui a fait une proposition choquante. Je me fiche de ce que disent les médecins. J'ai 9 enfants. Venez avec moi. Dans le Wyoming, le vent ne souffle pas. Il coupe. Il cherche les failles dans votre manteau et les fissures dans votre esprit. Et durant l'hiver de 1884, il en a trouvé beaucoup chez Taylor Jenkins. À 26 ans, Taylor était assise dans le bureau au mur d'acajou de son mari, Silas Kincaid. La pièce sentait les cigares chers et l'odeur lourde et suffocante du cirage pour cuire. Silas était un homme de grande fortune, un baron du bétail qui possédait la moitié de la vallée. Il regardait sa femme non pas avec haine, mais avec la déception froide et détachée d'un homme examinant un cheval boiteux qu'il devrait abattre. Le docteur Calloway a été très clair, Taylor, dit Silas, sans la regarder, en arrangeant des papiers sur son bureau. Le défaut vient de vous. 5 ans, pas d'héritier. Le nom Kincaid exige une descendance. Vous comprenez cela? Taylor serra le tissu de sa jupe jusqu'à ce que ses jointures deviennent couleur d'ivoire ancien. Silas, s'il vous plaît. Le docteur Calloway est un médecin de campagne. Nous pourrions aller à Denver. Nous pourrions. J'ai déjà déposé les papiers, l'interrompit-il, la voix plate. Une annulation est compliquée. Un divorce, étant donné votre incapacité, est plus propre. Vous recevrez une petite pension, assez pour retourner dans l'Est, ou là où vont les gens comme vous quand vous échouez. Les gens comme vous, comme si elle était d'une espèce différente, comme si elle était un meuble cassé. La honte n'était pas seulement privée. Dans une ville comme Cheyenne, c'était une exécution publique. Le lendemain à midi, la malle de Taylor était sur le porche. Les domestiques, des gens qu'elle avait traités avec gentillesse pendant 5 ans, n'osaient pas croiser son regard. Ils savaient, le réseau de chuchotement avait déjà fait son œuvre. Taylor Kincaid, stérile, sèche, inutile. Elle prit d'une chambre dans une pension en périphérie de la ville, le genre d'endroit où le papier peint se décollait comme une peau brûlée par le soleil. Le couloir sentait le chou bouilli et le désespoir. Pendant 3 semaines, elle chercha du travail. Elle était éduquée, elle savait jouer du piano, elle pouvait lire le latin, elle pouvait broder des lits sur de la soie. Mais la frontière n'avait pas besoin de latin, elle avait besoin de muscles. Et elle avait besoin de mers. Elle a essayé le magasin général. Nous n'avons pas besoin d'aide, Madame Kincaid, marmonna le propriétaire en regardant ses bottes. Elle a essayé l'école. Une femme qui ne peut pas élever les siens. Eh bien, cela donne un mauvais exemple aux enfants, ne pensez-vous pas? Dit la directrice avec un reniflement. À la 4e semaine, la pension que Silas lui avait donnée était épuisée. Elle vendit son alliance, un lourd anneau d'or qui lui avait semblé être une chaîne, à un prêteur sur gage pour 12 $. C'est un mardi qu'elle a touché le fond. Elle était assise sur un banc devant la gare, comptant ses pièces. Elle avait assez pour un billet vers nulle part, ou assez pour manger pendant une semaine. Elle ne pouvait pas avoir les deux. La neige avait commencé à tomber, des flocons épais et lourds qui promettaient un enterrement. Elle regarda le train quitter la gare, le sifflet hurlant comme un animal mourant. Et elle pensa, « Si je reste assise ici assez longtemps, le froid m'emportera. Ce serait paisible. » Elle ferma les yeux. « Vous bloquez la zone de chargement des chariots, madame. » La voix était comme du gravier broyé, profonde, résonnante et totalement dépourvue de la douceur de la bonne société. Taylor ouvrit les yeux. Devant elle se tenait une montagne, pas une vraie, bien qu'il en ait presque la taille. Il portait un manteau en peau d'ours, la fourrure encore épaisse et sombre. Sa barbe était un enchevêtrement de noir et de gris, cachant la majeure partie de son visage, sauf 2 yeux d'un bleu clair choquant, comme de la glace de glacier. Il la terrifiait. Je m'excuse, balbutia Taylor, essayant de se lever, mais ses jambes étaient engourdies par le froid. Elle trébucha. Une main de la taille d'une pelle jaillit et attrapa son bras. Ce n'était pas une prise douce, mais cela l'empêcha de tomber la tête la première dans la boue.
La rejetée de Kincaid, dit l'homme, ce n'était pas une question. Taylor retira son bras, une étincelle de son ancienne fierté s'enflammant. Je suis Taylor Jenkins, et vous êtes grossier. Le géant renifla. C'était peut-être un rire. Il la toisa de haut en bas, non pas avec désir, mais mais avec le même œil critique qu'un charpentier utilise pour vérifier la pourriture d'une poutre. Je suis Elias Blackwood. Les gens m'appellent Bear. Je retourne à la montagne avant que le col ne ferme. J'ai entendu parler de votre situation. Ma situation ne vous regarde pas, dit Taylor en se détournant, les larmes lui piquant les yeux. J'ai entendu dire que vous ne pouvez pas enfanter, dit Elias brutalement fort. Les passants se retournèrent pour regarder. Taylor sentit son visage brûler. Ça me va très bien. Je n'ai pas besoin d'une femme pour la reproduction. J'en ai assez fait de ce côté-là. Il s'approcha, bloquant le vent. J'ai besoin d'une femme qui sait cuisiner, coudre et tenir une maison. Je vis à la limite des arbres. C'est une vie dure, mais c'est une vie. Taylor le regarda, confuse. Vous me proposez un travail? Je vous propose une vie, grogna Elias. J'ai des enfants. Leur mère est morte de la fièvre au printemps dernier. J'essaie de les garder en vie, mais je suis un trappeur, pas une nourrice. J'ai besoin d'aide. Vous avez besoin d'un foyer. Vous venez avec moi. Vous prenez mon nom pour que les gens d'église ne viennent pas fouiner et vous vous occupez d'eux. Taylor le dévisagea. C'était un sauvage, un montagnard qui vivait probablement dans une grotte. Combien? Chuchota-t-elle. Combien d'enfants? Elias cracha un jet de jus de tabac dans la neige. 9. Le souffle de Taylor se coupa. 9. L'aîné a 16 ans. Le plus jeune est encore en l'ange. Ils sont plus sauvages que des blaireaux. Ce n'est pas une offre de charité, femme. Ça vous tuera probablement, mais c'est mieux que de mourir de froid sur un banc à Cheyenne. Il tendit une main. Elle était calleuse, balafrée et tachée de terre. Le chariot part dans 10 minutes. Avec ou sans vous. Taylor Jenkins ne prit pas la main d'Alice Blackwood parce qu'elle lui faisait confiance. Elle l'a pris parce que la seule autre option était le néant. Ils furent mariés une heure plus tard par un juge de paix ivre à l'arrière d'un saloon. Une cérémonie qui dura 3 minutes et coûta à Elias une peau de castor. Il ne l'embrassa pas, il hocha simplement la tête, signant le papier d'un X lourd. Elle remarqua qu'il avait hésité, comme s'il savait écrire, mais choisissait de ne pas le faire. Puis il dit « Allons-y ». Le voyage en chariot fut une épreuve d'endurance. Elias conduisait un attelage de 4 mules, le chariot chargé de sacs de farine, de sel, de sucre et de munitions. Ils quittèrent les plaines de Cheyenne et commencèrent à grimper. Pendant les 2 premiers jours, ils parlèrent à peine. Elias était une créature du silence. Il semblait écouter les bois plutôt que la personne assise à côté de lui. Taylor, enveloppé dans une peau de bison qu'il lui avait jetée, regarda le monde changer. L'armoise céda la place aux chênes broussailleux et les chênes broussailleux aux pins ponderosa imposants. L'air devint plus rare, plus vif. « Pourquoi moi? » demanda Taylor le 3e jour. Il s'était arrêté près d'un ruisseau pour abreuver les mules. Il y a plein de femmes en ville, des femmes désespérées. Elias la regarda, coupant un morceau de venaison séché avec un couteau qui semblait assez aiguisé pour se raser. Les femmes de la ville sont douces. Elles veulent de la soie et de la sécurité. Vous avez été brûlé. Une femme qui a été brûlée connaît la valeur du feu. Il fit une pause. Et vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ça veut dire que je n'ai pas à m'inquiéter que vous mouriez en couche l'hiver prochain. Je ne peux pas enterrer une autre femme, Taylor. La terre là-haut. C'est trop dur de creuser des tombes en janvier. C'était le plus long discours qu'il ait prononcé, et cela la glaça plus que le vent. Il n'était pas cruel. Il était pragmatique jusqu'à la brutalité. Le 4e jour, le chariot ne put aller plus loin. Ils atteignirent une petite cabane au pied d'un sentier escarpé, un point de ravitaillement. Là, ils transférèrent les provisions sur le dos des mules. « On marche à partir d'ici, dit Elias. »« Marcher? À quelle distance? » 6 heures de montée directe. L'ascension la brisa. Les bottes de Taylor, en cuir fin destiné au parquet des salons, furent déchiquetées dès le 1er kilomètre. Ses poumons brûlaient, chaque muscle de ses jambes hurlait. Elias se déplaçait avec une démarche faussement nonchalante, portant un sac de 100 livres comme s'il était fait de plumes. Il ne s'arrêta que 2 fois,
attendant qu'elle le rattrape, son expression illisible. Il ne proposa pas de la porter. Il la regarda lutter, glisser et se hisser à l'aide de racines d'arbres. Il me teste, réalisa-t-elle, essuyant la sueur et la saleté de son front. Si j'abandonne maintenant, il me laissera ici. Alors que le soleil commençait à plonger derrière les sommets, projetant de longues ombres violettes sur la neige, ils atteignirent une crête. « Chez nous !» grogna Elias. Taylor leva les yeux, s'attendant à une cabane. Ce qu'elle vit l'arrêta net. C'était une ferme taillée dans la montagne elle-même. Une immense cabane principale construite avec des rondins plus épais que des barils de pétrole. De la fumée s'échappait paresseusement de 2 cheminées en pierre. Il y avait une grange, un fumoir et un enclos. Le tout se trouvait dans une haute prairie alpine, abritée par une falaise de granit. C'était beau d'une manière sauvage et terrifiante, mais c'est le bruit qui la frappa en premier, des cris, des hurlements, le fracas du métal. « Restez derrière moi », avertit Elias en ouvrant le portail. Il n'aime pas les étrangers. Au moment où ils entrèrent dans la cour, le chaos cessa. 9 silhouettes émergèrent de l'ombre, de la grange et du porche. C'était une armée dépenaillée et sauvage. Leurs vêtements étaient des pièces tenues ensemble par la saleté. Leurs cheveux étaient emmêlés. Un grand garçon, aux épaules larges comme son père, s'avança. Il tenait une hache à fendre dans sa main. C'était Jedediah, l'aîné, 16 ans. Ses yeux étaient sombres et hostiles. À côté de lui se tenait une fille qui semblait avoir été traînée à travers un buisson d'épines. Martha, 15 ans. Elle tenait un bébé sur sa hanche, un bambin s'accrochant à sa jambe. Puis les autres comblèrent les vides. Samuel, 13 ans, avec un lance-pierre. Ruth, 11 ans, fixant le sol. Les jumeaux, Ellis et Simon, 8 ans, qui ressemblaient à des démons de boue identiques. Mary, 6 ans, se cachant derrière un baril de pluie. Esther, 4 ans, suçant son pouce. Et le bébé, Job, 1 an, qui se mit à pleurer. « Pas », dit Jedediah, la voix rauque. Il ne regarda pas Taylor. « Tu as apporté des provisions. »« Des provisions », dit Elias, sa voix résonnant dans la cour. « Et une femme. » Le silence s'installa. Il était plus lourd que la neige. Martha s'avança, son visage se tordant en un rictus qui semblait trop vieux pour son jeune âge. « On n'a pas besoin d'une femme. On n'a pas besoin d'elle. »« Tu vas te taire, ma fille ?» gronda Elias. « Voici Taylor. C'est votre mère maintenant. »« C'est pas ma mère !» cria Samuel, crachant par terre près des bottes ruinées de Taylor. « Notre mère est sous terre. C'est juste une femme de la ville que t'as achetée. » Elias bougea plus vite qu'un homme de sa taille ne le devrait. Il gifla Samuel, pas assez fort pour le blesser, mais assez pour lui ôter son air de défi. Le garçon recula en titubant, se tenant la joue. « C'est votre mère », répéta Elias, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. « Et vous la traiterez avec respect. Maintenant, déchargez les mules, vous tous. » Les enfants se dispersèrent comme des oiseaux effrayés, mais leurs yeux restèrent fixés sur Taylor. C'étaient des yeux remplis de chagrin, de rage et d'une intelligence terrifiante. Elias se tourna vers Taylor. « Bienvenue chez vous, Madame Blackwood. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous aiment. Essayez juste de les empêcher de brûler la maison. » Il se dirigea vers la grange, la laissant seule dans la cour, entourée de 9 paires d'yeux, l'observant depuis les fissures des rondins de la cabane. Taylor frissonna. Elle avait survécu au rejet de son mari et à l'ascension de la montagne. Mais en regardant les fenêtres sombres de la cabane, elle réalisa que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Elle n'était pas seulement une belle-mère. Elle était une envahisseuse dans un royaume de deuil. La première semaine fut une guerre d'usure. L'intérieur de la cabane était caverneux mais sale. Ça sentait les corps non lavés, la fumée de bois et les légumes pourris. Il n'y avait aucune touche féminine ici, seulement le strict minimum requis pour la survie. On donna à Taylor une petite chambre près de la cuisine. Elias dormait dans le grenier avec les garçons. Les filles dormaient dans la pièce principale près du foyer. Le premier matin, Taylor se réveilla avant l'aube pour préparer le petit déjeuner. Elle trouva le sac de farine ouvert, la poudre blanche déversée sur le sol. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante alors que les enfants entraient pour manger. « Des rats !» dit Jedediah, regardant droit devant lui en aiguisant son couteau à table. « De gros rats !» ricanèrent les jumeaux. Taylor balaya la farine, sauva ce qu'elle put et fit des biscuits. Ils étaient granuleux de poussière. Les enfants les mangèrent,
mais ils la foudroyèrent du regard à chaque bouchée. Elle essaya de laver leurs vêtements. Elle fit bouillir de l'eau dans la grande baignoire en cuivre et appela Mary et Esther. « Venez ici, les petites, mettons-vous au propre. » Elles hurlèrent comme si elles les plongeaient dans de l'acide. Martha entra en trombe, arrachant Esther. « Laissez-les tranquilles, vous ne savez pas comment faire. Vous allez les noyer. J'essaie d'aider, s'écria Taylor, la frustration la submergeant. « On ne veut pas de votre aide, hurla Martha en retour. « On veut que vous partiez. Pa vous a seulement amené ici parce qu'il en a marre de cuisiner. Vous n'êtes qu'une servante stérile et inutile. » Le mot frappa Taylor comme un coup physique. Stérile, il savait. Elias avait dû leur dire, ou peut-être avait-il écouté à travers les murs minces. Cette nuit-là, Taylor était allongée dans son lit étroit, écoutant le hurlement du vent. Elle se sentait complètement seule. Le silence de son ancienne vie lui manquait, même s'il était solitaire. Ici, la solitude était bruyante. Elle était agressive. Mais Taylor Jenkins possédait une volonté de faire que Silas Kincaid n'avait jamais remarqué. Elle cessa d'essayer d'être leur mère. Elle commença à être leur générale. Le tournant du premier mois vint avec les jumeaux, Silas et Simon. Ils avaient 8 ans et possédaient l'énergie d'une tornade. Ils avaient pris l'habitude de mettre des chardons dans le linge de Taylor et de voler ses épingles à cheveux. Un après-midi, Taylor surprit Simon en train de desserrer la sangle de la selle du cheval d'Elias. Une farce qui aurait pu tuer Elias. Taylor ne cria pas. Elle ne courut pas vers Elias. Elle attrapa Simon par le col de sa chemise, le traîna dans la cuisine et l'assit sur un tabouret. Elle le regarda dans les yeux. « Tu veux blesser ton père ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale et calme. « Non !» pleura Simon, terrifié par sa froideur soudaine. « Si cette selle glisse, le cheval s'emballe. Ton père tombe. Peut-être qu'il se casse une jambe. Peut-être qu'il se frappe la tête. Qui vous nourrira alors, Jedediah? Il ne tire pas encore aussi bien que ton père. Vous mourrez de faim. C'est ça que tu veux? » La lèvre de Simon trembla. « Non. Alors arrête d'agir comme un imbécile, siffla-t-elle. Je me fiche que vous me détestiez, mais vous ne mettrez pas cette famille en danger. Tu comprends? » Simon hocha la tête, les yeux écarquillés. Il s'attendait à une fessée ou à une réprimande. Il ne s'attendait pas à la logique froide de la survie. Il sortit en courant, et à partir de ce jour, les jumeaux l'évitèrent. Ce n'était pas du respect, mais c'était de la prudence. Cependant, le vrai danger n'était pas les farces des enfants. C'était la montagne elle-même. L'hiver arriva vraiment en novembre. La neige s'accumula jusqu'au rebord des fenêtres. La famille était enfermée. La fièvre des cabanes était palpable. Elias partait pendant des jours, vérifiant ses pièges. Taylor était laissé seul avec les 9. Un soir, le bébé Job, âgé d'1 an, devint silencieux. Il avait eu des coliques et était bruyant depuis l'arrivée de Taylor, mais ce silence était pire. Il brûlait de fièvre, sa respiration était rauque, le croup. Martha faisait les 100 pas, tenant le bébé, des larmes coulant sur son visage sale. « Il va mourir. Il va mourir comme ma maman. »« Donne-le-moi, » dit Taylor en s'avançant. « Non, vous allez le tuer, » hurla Martha en reculant. Taylor ne demanda pas. Elle s'avança et gifla Martha. Le son fut choquant et sec. Martha se figea, stupéfaite. « Donne-le-moi, » ordonna Taylor, sa voix résonnant d'une autorité qu'elle ne se connaissait pas. Martha lui tendit le bébé. « Fais bouillir de l'eau, » aboya Taylor à Jedediah. « Apporte-moi l'huile d'eucalyptus du sac de ton père. Samuel, porte plus de bois maintenant. » Pendant 3 jours et 3 nuits, Taylor ne dormit pas. Elle créa une tente de vapeur au-dessus du berceau avec des couvertures et de l'eau bouillante. Elle s'assit à l'intérieur avec Job, le tenant droit pour qu'il puisse respirer, chantant de douces berceuses perdues dans la vapeur. Elle lui fit boire de force des gouttes d'eau et de miel. Les autres enfants observaient depuis l'ombre. Ils voyaient la dame de la ville, la femme stérile, couverte de sueur, les cheveux en désordre, luttant contre la mort à main nue. Au matin du 4e jour, la fièvre tomba. Job ouvrit les yeux et poussa un cri de faim. Taylor s'affaissa contre le berceau, épuisée. Elle sentit une main sur son épaule. Elle leva les yeux. C'était Elias. Il était rentré dans la nuit et l'avait observé. « Tu l'as sauvé », dit doucement Elias. Taylor hocha la tête, trop fatigué pour parler. « J'ai fait du café », dit Martha depuis l'embrasure de la porte. Elle tendit une tasse en fer blanc.
Ses yeux étaient rouges, mais la haine avait disparu. Il est, il est probablement trop fort, mais il est chaud. Taylor prit de la tasse. Ses mains tremblaient, hein. Merci, Martha. Ce n'était pas de l'amour, mais la guerre était finie. L'occupation avait commencé. Le printemps dans les Rocheuses n'arrive pas. Il explose. Un jour, le Mont des Blancs est mort. Le lendemain, le ruisseau rugit comme un train de marchandises, arrachant des morceaux de glace aux berges. Et les prairies sont soudainement d'un vert violent. Pour Taylor, le dégel apporta une autre sorte d'épanouissement. La femme qui avait été rejetée à Cheyenne comme une poupée cassée avait disparu. À sa place se trouvait une créature des hautes terres. Sa peau, autrefois de la pâleur translucide de la porcelaine, était maintenant brunie par le vent et le soleil. Ses mains, autrefois assez douces pour s'accrocher à la soie, étaient calleuses et balafrées. Elle avait gagné sa place, non pas avec des mots, mais avec du crâne. Les enfants avaient cessé leur guérilla contre elle. Cela s'est fait lentement. Ça a commencé avec Job qui arrêtait de pleurer dès qu'elle le prenait. Puis Mary et Esther ont commencé à la suivre dans le jardin comme des cantons, demandant le nom des fleurs. Même les jumeaux, Silas et Simon, ont arrêté de mettre des araignées dans ses bottes après qu'elle leur ait appris à faire des bonbons durs avec de la mélasse et de la neige. Mais les plus âgés, Jedediah et Martha, restaient une forteresse. Ils l'observaient avec un mélange de suspicion et de respect à contre-cœur. Ils attendaient qu'elle parte. Chaque fois qu'Elias allait en ville pour des provisions, Taylor voyait la tension dans leurs épaules. Va-t-elle repartir? Va-t-elle nous abandonner comme les autres ont dit qu'elle le ferait? Taylor n'est jamais reparti. Un soir de fin mai, la véritable épreuve de sa transformation arriva. Elias était parti, traquant un cougar solitaire qui avait pris un veau. Le soleil avait plongé derrière les pics de granit, peignant le ciel de bleu violets et rouges. Taylor était dans la cour, suspendant les dernières courtes pointes d'hiver pour les aérer. L'air était calme, trop calme. Soudain, les chevaux dans l'enclos hurlèrent. Ce n'était pas un hennissement normal, c'était le son d'une terreur primaire. Taylor laissa tomber la courte pointe et courut vers la maison, attrapant la carabine Winchester à répétition qu'Elias gardait près de la porte. Elle s'était entraînée avec, au grand amusement de Jedediah, gaspillant des balles sur des souches d'arbres jusqu'à ce que son épaule soit noire et bleue. « Restez à l'intérieur » cria-t-elle aux plus jeunes enfants, claquant la lourde porte en chaîne. « Martha, verrouille-la » Elle courut vers l'enclos. Dans la pénombre, elle le vit. Un grizzly, décharné par l'hibernation et affamé, avait défoncé la clôture. Il griffait les chevaux paniqués, ses griffes creusant de profondes entailles dans le flanc de la jument de tête. Jedediah était là, tenant une fourche, l'air petit et terrifié face au monstre de 1000 livres. « Recule, Jed !» cria Taylor. L'ours se retourna. Il se dressa sur ses pattes arrière, mesurant 8 pieds de haut, un mur de fourrure emmêlé et de muscles. Il rugit, un son qui vibra dans la poitrine de Taylor. Il frappa Jedediah, brisant le manche de la fourche et envoyant le garçon voler dans la boue. L'ours se laissa retomber sur ses 4 pattes et chargea le garçon à terre. Taylor ne réfléchit pas. Elle ne calcula pas. Elle arma le levier de la Winchester. Respire. Presse. Ne tire pas d'un coup sec, la voix d'Elias dans sa tête. Crac. La balle toucha l'ours à l'épaule. Il rugit de fureur, détournant son attention de Jedediah vers la femme se tenant à 20 yards de là. Il la chargea. Taylor arma le levier. Crac. Manqué. La terre vola près de sa patte. L'ours réduisait la distance. 10 yards. 7. Elle pouvait sentir sa puanteur, l'odeur de sang séché et de fourrure mouillée. Elle arma le levier à nouveau. Elle ne bougea pas. Elle ne trembla pas. Elle visa le pointe entre les yeux, exactement comme il le lui avait montré sur les souches cibles. Crac. L'élan de l'ours le porta en avant, glissant dans la boue, s'effondrant à quelques pieds de l'endroit où elle se tenait. Son souffle lourd râla une fois, 2 fois, puis s'arrêta. Le silence envahit à nouveau la vallée, brisé seulement par les gémissements de la jument blessée. Jedediah se redressa dans la boue, se tenant les côtes meurtries. Il regarda l'ours mort. Puis il regarda Taylor. Il regarda la carabine fumante dans ses mains. Pour la première fois, il ne vit pas une belle-mère. Il ne vit pas une femme stérile. Il vit une protectrice. « Tu l'as tué ?» murmura Jedediah. « Tu es blessé ?» demanda Taylor, sa voix tremblant maintenant que l'adrénaline retombait.
Elle se précipita vers lui, vérifiant ses côtes. « Je vais bien, dit-il en grimaçant. Il la regarda dans les yeux. « Bon tire, my man. » Le mot resta en suspens dans l'air, mais man, il n'avait pas voulu le dire. Ça lui avait échappé. Taylor se figea. Elle tendit la main et brossa la boue de sa joue. « Allons dépecer cette viande avant que les loups ne la sentent. Nous avons du travail. » Quand Elias revint 2 jours plus tard, il trouva la peau du grizzly tendue sur un séchoir et la famille en train de manger du ragoût d'ours. Il écouta Jedediah raconter l'histoire, ses yeux passant du garçon à Taylor. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Elias était assis près du feu, nettoyant sa pipe. Taylor raccommodait une chemise. « Jedediah dit que tu n'as pas bougé, dit Elias doucement. « Je devais le faire, répondit Taylor, sans lever les yeux. La plupart des hommes n'auraient pas tenu face à cette charge, gronda Elias. Il se leva et s'approcha d'elle. C'était une montagne d'hommes habituellement si réservés. Mais ce soir, les murs étaient tombés. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit paquet emballé. « J'étais à Laramie. J'ai vu ça. » Taylor déplia le papier. À l'intérieur se trouvait un peigne en écaille de tortue avec une incrustation d'argent. C'était délicat, magnifique, totalement inadapté à leur vie ici. C'était quelque chose que Taylor Kincaid aurait porté à l'opéra. « Elias, tu n'es pas juste une aide ici, Taylor, » dit Elias, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne savait pas exprimer. « Tu vas ramener le soleil dans cette maison, je le vois. Les enfants le voient. » Il hésita, puis tendit la main, sa main rugueuse lui caressant la joue. C'était la première fois qu'il la touchait avec tendresse. « Je sais que je ne suis pas grand-chose, dit-il. Je suis du bois brut, mais je brûlerai le monde entier pour te tenir au chaud. » Taylor se pencha contre sa main, des larmes lui piquant les yeux. Elle avait été mariée à un homme riche qui la voyait comme une jument poulinière. Maintenant, elle était mariée à un homme pauvre qui la voyait comme une reine. « Je suis chez moi, Elias, » murmura-t-elle. « Pour la première fois de ma vie, je suis chez moi. » Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser poli d'un mari de la haute société. C'était affamé, désespéré et réel. Ça avait le goût du tabac et de l'espoir. Pendant 1 mois, la vie fut parfaite. La famille était unie. Mais le bonheur dans l'Ouest est une chose fragile, souvent brisée par la cupidité des hommes qui tracent des lignes sur des cartes qu'ils n'ont jamais parcourues. Les ennuis arrivèrent en août, non pas avec un rugissement, mais avec le grincement d'une selle. Taylor barattait du beurre sur le porche, regardant Samuel et Ruth chasser les papillons dans la prairie. Le chien, un hybride de loup qu'Elias gardait, se leva et grogna sourdement. 3 cavaliers émergèrent de la lisière des arbres. Ce n'étaient pas des montagnards. Ils portaient des caches-poussières, des chapeaux melons et le genre d'étui propre et poli qui appartenait à des tueurs à gages, pas à des chasseurs. Elias était dans la grange. Taylor se leva, s'essuyant les mains sur son tablier, son cœur battant un avertissement contre ses côtes. Le cavalier de tête était un homme que Taylor reconnut instantanément. Frank Canton. Le sang de Taylor se glaça. Frank Canton était un nom murmuré avec effroi dans le Wyoming. Un ancien shérif, un régulateur, un homme de main pour l'Association des éleveurs du Wyoming. C'était un homme qui résolvait les problèmes des riches barons du bétail, généralement avec une corde ou une balle. « Bonjour, madame, » dit Canton en inclinant son chapeau. Ses yeux étaient morts, comme des yeux de requin. « Le squatteur est-il là? »« C'est la terre d'Elias Blackwood, » dit Taylor, sa voix ferme malgré sa peur. « Il n'est pas un squatteur, il a un titre de propriété. Les titres de propriété se perdent. Les limites sont redessinées. » Canton sourit sans chaleur, surtout quand Silas Kincaid achète les droits sur l'eau de toute la Haute-Vallée. Le nom frappa Taylor comme un coup physique. « Silas, mon mari, mon ex-mari vous a envoyé. » Canton haussa un sourcil. « Eh bien, j'avais entendu la rumeur, mais je ne l'avais pas cru. » Taylor Kincaid jouant à la maman dans la boue avec un sauvage. « Cela sera amusé. Sortez de ma terre. » Une voix tonna. Elias se tenait à la porte de la grange. Il tenait sa carabine à bisson, la lourde Sharps calibre 50, le gros 50. Il ne la visa pas, mais la menace était claire. Blackwood. Canton hocha la tête, imperturbable. « Je suis ici pour vous donner un préavis. La Kincaid Cattle Company a déposé une réclamation sur cette source d'eau. Vous barrez le ruisseau qui alimente les pâturages inférieurs. Vous avez 2 semaines pour évacuer.
Nous vous paierons 50 $ pour les améliorations. Je suis ici depuis 10 ans, gronda Elias. J'ai déposé ma réclamation au bureau des terres en 74. Comme je l'ai dit, ricana Canton, la paperasse se perd. Le juge P.B. Miller à Cheyenne a déjà signé l'ordre d'expulsion. C'est un bon ami de M. Concaide. Je ne bouge pas, dit Elias. Et si vous revenez, apportez un cercueil. Le sourire de Canton disparut. Il regarda Elias, puis Taylor, puis les enfants qui regardaient par les fenêtres de la cabane. 2 semaines, Blackwood. Après ça, on vous brûle. C'est légal. Ne me forcez pas à vous tuer devant votre famille. Il fit demi-tour et s'éloigna, ses hommes le suivant. Le silence qu'ils laissèrent derrière eux était suffocant. Silas, murmura Taylor, s'agrippant à la rampe du porche. Il a découvert. Il a découvert que j'étais heureuse. Elias s'approcha d'elle. Son visage était sombre. Il veut l'eau? La sécheresse en bas est mauvaise cette année. Ce ruisseau est la seule chose qui maintient son troupeau en vie. Il nous tuera, Elias, dit Taylor en lui saisissant le bras. Tu sais qui est Canton? C'est un boucher. Je sais, dit Elias. Nous ne pouvons pas combattre la loi. Le juge Miller est aussi tordu que la patte arrière d'un chien. Alors nous partons? Demanda Taylor, le cœur brisé. Nous allons plus haut? Elias regarda la cabane qu'il avait construite de ses propres mains. Il regarda la tombe de sa première femme sur la colline. Non, dit-il doucement, j'en ai assez de fuir. J'ai fui la guerre. J'ai fui la fièvre. Je ne fuirai pas un lâche aux mains douces comme Silas Concaide. Il regarda Taylor, mais vous devriez prendre les enfants. Emmenez-les à la mission de Lander. Vous y serez en sécurité. Je suis votre femme, dit Taylor, sa voix se durcissant. Nous restons, nous nous battons. Elias la regarda, cherchant la peur, ne trouvant que de la détermination. Il hocha la tête, alors nous nous fortifions. Les 2 semaines suivantes furent une frénésie de préparation. La cabane devint une forteresse. Ils barricadèrent les fenêtres avec d'épaisses planches de chêne, ne laissant que des meurtrières. Ils remplirent des barils d'eau en cas d'incendie. Ils creusèrent une tranchée autour du porche. Taylor apprit aux enfants plus âgés à charger les chargeurs. Martha et Ruth firent fondre du plomb pour couler des balles. Jedediah aiguisa toutes les lames de la maison. Même le petit Simon aida en ramassant des pierres pour faire des tas à lancer. Le 14e jour, le soleil se leva rouge et en colère. « Ils arrivent », dit Elias depuis son poste d'observation sur le toit. Ce n'était pas 3 cavaliers cette fois. C'était 12. Ils remontèrent le sentier, un nuage de poussière annonçant leur arrivée. À leur tête se trouvait Frank Canton, et à côté de lui, sur un étalon blanc qui semblait ridicule dans ce terrain accidenté, se trouvait Silas Concaide. Taylor observait à travers une meurtrière. Silas avait l'air plus vieux, plus gros. Il portait un costume, transpirant sous la chaleur. « Blackwood !» cria Canton. « Le temps est écoulé. »« Faites demi-tour !» cria Elias en retour. « C'est une propriété privée. Mettez le feu au toit » ordonna Canton. Un des hommes alluma une torche et la lança. Elle atterrit sur le toit de tourbe, fumant mais ne prenant pas feu. Elias avait trempé la tourbe d'eau ce matin-là. « Tirez sur les chevaux !» hurla Silas, le visage rouge. « Tuez son bétail !» Les couves de feu éclatèrent. Le monde se dissolut dans le chaos. Les balles martelèrent les rondins de la cabane, envoyant des éclats de volée comme des shrapnels. « Baissez la tête !» rugit Elias, tirant avec le gros 50. La détonation fut assourdissante. Un des hommes de Canton vola en arrière de son cheval, l'épaule brisée. Taylor était à genoux, rechargeant les carabines. Tiens, elle fourra une Winchester dans les mains de Jedediah. Ne tire que si tu as une cible. Ne gaspillez pas de munitions. Ils nous contournent, cria Martha depuis la fenêtre arrière. 2 d'entre eux arrivent par la grange. Taylor attrapa un fusil de chasse. Je m'occupe de l'arrière. Elle courut à la fenêtre de la cuisine. 2 hommes rampaient vers la porte avec des bidons de kérosène. Taylor n'hésita pas. Elle passa le canon à travers la fente et appuya sur la détente. La chevrotine déchira le sol à leurs pieds. Ils reculèrent en se précipitant, laissant tomber les bidons. Mais ils étaient trop nombreux. « Ils chargent le porche » cria Elias. Il se leva pour avoir un meilleur angle. Crac! Un tir depuis la crête. Un tireur d'élite qu'ils n'avaient pas vu toucha Elias à la poitrine. Il pivota, lâchant sa carabine, et tomba lourdement sur le plancher. « Pas !» hurla Jedediah. « Elias,
Taylor laissa tomber son arme et rampa jusqu'à lui. Du sang bouillonnait d'un trou dans son poumon. Son visage était gris. « Tenez, tenez la ligne, siffla-t-il, saisissant la main de Taylor. Sa prise, elle était faible. Dehors, les tirs cessèrent. « Blackwood! » La voix de Silas Kincaid parvint jusqu'à eux. « Je t'ai vu tomber. Envoie Taylor et je laisserai les gosses en vie. Je veux récupérer de ma femme et je veux cette terre. » Taylor regarda Elias, se vidant de son sang sur le sol. Elle regarda les 9 enfants terrifiés, blottis dans les coins. Jedediah pleurait, tenant la main de son père. Une fureur froide et terrible monta en Taylor. Ce n'était pas la colère d'une femme rejetée, c'était la rage d'une louve. Elle se leva, elle essuya le sang d'Elias de ses mains sur sa jupe en peau de dime. « Jedediah, dit-elle, sa voix calme et mortelle, maintiens la pression sur cette blessure. S'il meurt, tu n'arrêtes pas de presser. »« Qu'est-ce que tu fais? » s'écria Martha. Taylor se dirigea vers le mur et décrocha le lourd revolver d'Elias. Elle vérifia le barillet. « 6 balles. Je vais mettre fin à ça, dit-elle. Elle se dirigea vers la lourde porte en chêne et la déverrouilla. « Taylor, non! » cria Jedediah. Taylor Jenkins ouvrit la porte d'un coup de pied et sortit sur le porche. Les tirs cessèrent. Les hommes dans la cour levèrent les yeux, surpris de voir une femme se tenir là, couverte de sang, tenant un Colt 45. Silas Kincaid était assis sur son cheval à 20 yards de là. Il sourit, un sourire suffisant et victorieux. « La voilà, » rit Silas. « Tu ressembles à une sauvage, Taylor. Regarde-toi. Répugnante. Viens ici, on va te nettoyer. » Taylor leva l'arme. « Je ne suis pas Taylor Kincaid, » cria-t-elle, sa voix résonnant contre les parois du canyon. « Je suis Taylor Blackwood et vous avez pénétré dans ma maison. » « Ne sois pas idiote, ma fille, » avertit Kenton, sa main se dirigeant vers son arme. « Pose ça. »« Tu veux la terre de mon mari, Silas? » cria Taylor, ses yeux fixés sur son ex-mari. « Tu veux prendre la nourriture de la bouche de ses enfants? Tu veux mesurer ta valeur en acres? » Elle arma le chien. « Mesure-la en plomb. » Les yeux de Silas s'écarquillèrent. « Taylor, tu n'as pas le cran. » Le son du coup de feu claqua contre les parois du canyon, résonnant comme un coup de tonnerre. Silas Kincaid ne tomba pas. Il hurla. Il serra sa main droite, celle qui tenait son revolver. La balle de Taylor ne l'avait pas tué. Elle avait brisé la crosse en ivoire de son pistolet et emporté 2 de ses doigts avec. Il laissa tomber l'arme dans la poussière, se pliant en 2, son visage devenant blême. « Elle m'a tiré dessus. La sorcière folle m'a tiré dessus, » hurla Silas, ressemblant moins à un baron du bétail qu'à un enfant effrayé. Frank Kenton, le tueur à gages, regarda Taylor. Il ne toucha pas à son arme. Il regarda la femme debout seule sur le porche, la fumée s'échappant du canon du Colt 45, son visage un masque de fureur froide. Il regarda Silas, pleurnichant dans la poussière. « Tuez-la! » hurla Silas à ses hommes. « Tuez-les tous! Brûlez tout! » Les hommes de Kenton levèrent leurs fusils. Taylor ne broncha pas. Elle arma le chien à nouveau. Il lui restait 5 balles. Elle en emporterait 5 avec elle. Mais avant qu'une gâchette ne puisse être pressée, un son vint du grenier de la grange. Un sifflement aigu et perçant. Jedediah. Soudain, les portes à foin de la grange s'ouvrirent en grand. Samuel, 13 ans, et Martha, 15 ans, étaient là couchés. Ils avaient la position dominante. Ils avaient le fusil de chasse d'Elias et une carabine de chasse. Des rochers au-dessus du canyon, des pierres commencèrent à tomber. Les jumeaux, Silas et Simon, avaient déclenché leur piège. Un glissement de terrain de rochers et de schiste s'abattit sur le sentier derrière les cavaliers, coupant leur retraite facile. Les chevaux paniquèrent, se cabrant et ruant. « On vous a encerclés. » La voix de Jedediah était rauque, mais elle était assez forte. « Jetez vos armes ou on tire sur les chevaux sous vous. » Quand on leva les yeux vers la grange, il regarda le glissement de terrain. Il regarda Taylor, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Il rit. Un son sec et rauque. « Tu n'as pas dit qu'elle avait une armée, Kincaid, » dit Kenton en secouant la tête. « Tuez-les, » gémit Silas, serrant sa main ensanglantée. « Non, » dit Kenton. Il rengaina son arme. « Je suis payé pour mener des guerres de territoire, Kincaid. Je ne suis pas payé pour massacrer des femmes et des enfants qui se battent comme des Apaches. Ce n'est pas du défrichage, c'est un massacre en attente. Et je ne pense pas que ce soit eux qui vont mourir. » Kenton inclina son chapeau vers Taylor. «
C'était un geste de respect sincère. Vous avez du crâne, Madame Blackwood. Je vous l'accorde. Il tourna son cheval. Les gars, on s'en va. Le contrat est annulé. Tu ne peux pas me laisser, cria Silas, se précipitant après eux alors que son cheval s'emballait. Je vous ai payé. Tu as payé pour un nettoyage, cria Canton en retour. Tu n'as pas payé pour une guerre. Les tueurs à gages firent un demi-tour et s'éloignèrent, se frayant un chemin à travers le glissement de terrain. Silas fut laissé seul dans la cour, tenant sa main mutilée, le sang coulant sur ses bottes chères. Il regarda Taylor pour la première fois. Il la vit vraiment, non pas comme un ornement pour son salon, non pas comme un vase brisé, mais comme une force de la nature. « Rentre chez toi, Silas, » dit Taylor, sa voix calme mais portant à travers la cour. « Retourne dans ta maison vide, et si jamais tu remets les pieds sur cette montagne, je ne viserai pas la main. » Silas Kincaid, l'homme le plus riche de la vallée, se retourna et commença la longue et humiliante marche de retour vers la ville, sanglotant dans le silence des montagnes. Taylor le regarda partir jusqu'à ce qu'il disparaisse au détour du chemin. C'est seulement alors que ses jambes cédèrent. Elle s'effondra sur les marches du porche, le lourd revolver tombant de ses mains tremblantes. La porte s'ouvrit brusquement. Les enfants l'assaillirent, non pas pour l'attaquer, mais pour la serrer dans leurs bras. Martha pleurait, enfouissant son visage dans le cou de Taylor. Le petit Job gémissait. Jedediah accourut de la grange, glissant dans la poussière pour voir si elle allait bien. « Maman, tu es blessée? »« Je vais bien, » allaita-t-elle. « Ton père? Va voir ton père. » Ils se précipitèrent à l'intérieur. Elias était pâle, sa respiration faible, mais ses yeux étaient ouverts. Il regardait la porte où se tenait Taylor, encadré par la lumière. « Tu l'as eu? » siffla Elias. « Je lui ai pris ses doigts de gâchette, » dit Taylor, s'agenouillant à côté de lui, les larmes coulant enfin. « Il ne tirera plus sur personne. » Elias sourit, ses dents tachées de sang. « Ça, c'est ma fille. » Le coup de peur qui résonna dans le canyon ne brisa pas seulement la main de Silas Kincaid. Il brisa l'ordre ancien de la vallée. Mais la victoire dans les Rocheuses est rarement lieu sans un prix. Elias Blackwood survécut. Mais l'homme qui se releva de ce plancher imbibé de sang n'était pas le même titan qui avait porté Taylor en haut de la montagne des années auparavant. La balle avait manqué son cœur de moins d'un pouce, fissurant une côte et perforant son poumon droit. Pendant 3 mois, il resta dans le grand lit que Taylor avait construit, luttant contre une fièvre qui brûlait plus fort que le poêle à bois. Le montagnard qui avait autrefois lutté avec des ours avait maintenant besoin de l'aide de Taylor pour porter une cuillère de bouillon à ses lèvres. C'est durant ces longues nuits silencieuses que la dynamique du ranch changea irrévocablement. Elias resta le cœur de la famille, sa sagesse les guidant comme une étoile polaire. Mais Taylor devint la colonne vertébrale. Elle reprit les registres. Elle négocia les prix des fourrures à Laramie. Elle organisa le fourrage d'hiver. Les enfants, autrefois de jeunes pousses sauvages, grandirent droits et forts sous sa tutelle. Tandis que le clan Blackwood se ressouda avec du tissu cicatriciel et de l'amour, la vallée en contrebas faisait face à un jugement. L'hiver de 1886 arriva avec une férocité dont les anciens parlent encore à voix basse. L'histoire l'appelle la grande mortalité. Les blizzards hurlèrent pendant des semaines sans pause, ensevelissant les plaines sous des congères de 20 pieds de profondeur. Les barons du bétail, des hommes comme Silas Kincaid, qui mesuraient leur pouvoir en nombre de têtes, regardèrent impuissants leurs empires mourir de froid, debout. Silas Kincaid avait surpeuplé les pâturages, aveuglé par la cupidité et son obsession pour les droits sur l'eau qu'il ne pouvait pas voler. Quand le dégel arriva enfin au printemps de 1887, les ravins étaient remplis des carcasses de ses Hereford primés. Il avait tout perdu. Ses billets à ordre furent rappelés. Son manoir, symbole de son arrogance, fut saisi. Silas mourut 3 ans plus tard, en 1889. Il fut retrouvé dans une chambre louée au-dessus d'un saloon à Cheyenne, serrant une bouteille de whisky bon marché. Le rapport officiel mentionna une pneumonie, mais les commères de la ville savaient mieux. Il était mort d'un esprit brisé. Un homme qui avait passé sa vie à accumuler des choses et à rejeter les gens pour découvrir à la fin que les choses ne peuvent pas vous tenir la main pendant que vous mourrez. Quand son testament fut lu, c'était un document vide.
Il n'avait pas d'héritier, pas de descendance, et pas une seule âme pour le pleurer. Sur la ligne des arbres, cependant, le foyer des Blackwood rugissait. La vie s'était installée dans un rythme de travail acharné et de profond contentement. Taylor avait maintenant 32 ans. Ses cheveux avaient des mèches d'argent, les insignes des hivers qu'elle avait survécu. Elle croyait que sa vie était tracée. Elle élèverait ses 9 beaux enfants. Elle vieillirait avec Elias et elle laisserait le monde meilleur qu'elle ne l'avait trouvé. Mais le destin, semblait-il, avait une dernière carte à jouer. Un rebondissement si cruel et pourtant si magnifique qu'il défiait toute logique. Cela commença au début du printemps de 1890. La fonte des neiges faisait gonfler les ruisseaux et les fleurs sauvages perçaient le gel. Taylor commença à sentir une étrangeté dans son corps. Une fatigue profonde s'installa dans ses os. Les matins apportaient une vague de nausées qui la faisait vomir dans la bassine. Son abdomen était sensible, gonflé. La peur froide et aiguë lui perça le cœur. Elle se souvint de sa tante mourant d'une tumeur à l'estomac. Une lente et angoissante agonie. « Pas maintenant », priait Taylor. « Pas maintenant que nous sommes enfin en sécurité. » Elle le cacha pendant des semaines, ne voulant pas l'inquiéter. Mais quand elle s'évanouit dans le jardin en retournant la terre, Martha, maintenant une jeune femme de 18 ans à l'œil vif, insista. « Tu vas en ville, maman, dit Martha, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Et Jedediah t'emmène. » Le trajet jusqu'à Cheyenne fut épuisant. Taylor était assise dans le chariot, la main posée sur son ventre, faisant la paix avec Dieu. Elle se prépara à entendre le mot cancer. Elle se prépara à dire au revoir. Elle se rendit au cabinet du Dr. Ambrose, un nouveau médecin de Boston, qui avait apporté des instruments modernes et une manière scientifique brusque à la frontière. Il ne connaissait pas son histoire. Il ne savait pas qu'elle était de la femme stérile de Cheyenne. Il l'examina longuement, son visage illisible. Il appuya sur son abdomen, écouta avec un stéthoscope et posa des questions sur ses cycles. Finalement, il se rassit et essuya ses lunettes avec un mouchoir. « Madame Blackwood, dit-il gravement, vous avez dit que vous vous sentiez ainsi depuis 3 mois. »« Oui, docteur, » murmura Taylor, serrant son réticule jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Est-ce une tumeur? Combien de temps me reste-t-il? » Le docteur Ambrose cligna des yeux, puis un petit sourire confus toucha ses lèvres. « Une tumeur? Grand Dieu, non! » Il se pencha en avant, posant ses mains sur son bureau. « Madame Blackwood, vous êtes enceinte d'environ 5 mois. » La pièce devint silencieuse. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin sonnait comme des coups de marteau. L'air quitta les poumons de Taylor. « C'est impossible, » balbutia-t-elle, la voix tremblante. « Je suis stérile. Mon premier mari. Nous avons essayé pendant 5 ans. Le docteur Calloway, l'ancien médecin ici, il a dit que j'étais défectueuse. Il a dit que mon utérus était desséché. » Le docteur Ambrose ricana, un son de pur dédain professionnel. Calloway était un vétérinaire qui connaissait à peine l'anatomie. « Et votre premier mari, je parierais ma licence médicale que le défaut venait de lui. Pas de vous. C'est bien plus courant que les hommes aiment de l'admettre. Une faible motilité, peut-être. Mais vous, ma chère, vous êtes en parfaite santé. En fait, le battement de cœur est aussi fort qu'un tambour. » Taylor sortit de la clinique et entra dans la lumière aveuglante de la rue. Elle resta là, au milieu de la poussière et du bruit des calèches, et plaça ses 2 mains sur son ventre. Elle le sentit alors, un battement, pas une tumeur, pas la mort, la vie. Elle rit. Ça commença comme un gloussement et se transforma en un sanglot d'ironie pure et écrasante. La femme chassée pour être vide portait en fait la vie. L'homme qui l'avait humiliée était celui qui était brisé depuis le début. Le voyage de retour vers la montagne ressemblait à un vol. Quand ils arrivèrent, Elias était assis sur le porche, taillant un morceau de cèdre. Il leva les yeux, vit les traces de larmes sur son visage et laissa tomber son couteau. Il boita vers elle, la terreur dans les yeux. « Taylor, qu'est-ce que c'est? » « C'est grave. » Taylor s'approcha de lui, prit sa grande main calleuse, la main qui avait construit cette maison, la main qui l'avait sauvé de la gare, et la posa sur la courbe de son ventre. « Ce n'est pas grave, Elias, » suffoqua-t-elle. « C'est un garçon ou une fille, mais c'est le nôtre. » Elias Blackwood, la montagne d'hommes qui avait pris une balle sans crier, s'effondra, où il tomba à genoux dans la poussière, enlaçant sa taille, enfouissant son visage dans son tablier.
Il pleura d'une joie brute et primale qui secoua ses larges épaules. Les enfants, Jedediah, Martha, les jumeaux, tous se rassemblèrent, réalisant que le miracle n'était pas seulement la survie, c'était la continuité. Cet hiver-là, au milieu d'une tempête hurlante, Taylor accoucha. Ce fut un travail difficile, mais Taylor se battit pour l'enfant comme elle s'était battue pour tout le reste. Quand le bébé cria enfin, un cri vigoureux et en colère qui rivalisait avec le vent, la cabane éclata de joie. C'était un garçon. Ils l'appelèrent Silas. Le nom choqua la ville quand ils l'apprirent. Pourquoi nommer un fils d'après le monstre qui avait essayé de les détruire? Mais Taylor savait pourquoi. Ce n'était pas un honneur. C'était une réclamation. Elle prit le nom de l'homme qui disait qu'elle n'était rien et elle le donna à un garçon qui signifiait tout. C'était de la victoire ultime. Prendre le symbole de son rejet et le transformer en symbole de son triomphe. La famille Blackwood ne s'est pas contentée de survivre. Elle est devenue une dynastie qui a façonné le Wyoming. Jedediah a poursuivi des études de droit. Il est devenu sénateur d'État, un fervent défenseur qui a passé sa carrière à se battre pour les droits fonciers des petits fermiers contre les barons du bétail. Martha, inspirée par la nuit où Taylor a sauvé le bébé Job, a défié toutes les conventions de l'époque pour devenir la première femme médecin du comté de Laramie. Les jumeaux Silas et Simon ont fondé une entreprise de construction qui a construit les premières routes pavées à travers le col. Et le jeune Silas Yananas, le bébé miracle, n'a jamais quitté la montagne. Il a repris le ranch, l'agrandissant non pas avec des armes, mais avec une agriculture durable et la sagesse transmise par son père. Taylor a vécu jusqu'à 84 ans. Elle a vu ses enfants grandir, ses petits-enfants jouer dans la prairie où elle avait autrefois affronté un grizzly, et ses arrière-petits-enfants apprendre l'histoire de la mer Louve. Elle est morte paisiblement dans son sommeil en 1942, sa main reposant dans celle du jeune Silas. Sa nécrologie dans le Cheyenne Leader ne mentionnait pas son premier mariage. Elle ne mentionnait pas le scandale ou le divorce. Elle disait simplement « Taylor Blackwood, épouse bien-aimée d'Elias, mère de 10 enfants, grand-mère de 42. Elle a trouvé une famille brisée dans la neige et l'a rendue entière. Elle était la montagne qui n'a jamais bougé. Elle fut enterrée à côté d'Elias dans la haute prairie alpine sous une dalle de granit que Jedediah avait sculptée lui-même. Il n'y avait pas de verset de la Bible ou de date. Il ne portait que 3 mots. L'invitation qui lui avait sauvé la vie sur ce quai de guerre glacial en 1884. Venez avec moi. On a dit à Taylor Jenkins que sa vie était finie parce qu'elle ne correspondait pas au moule de ce qu'une femme devrait être. Elle a été rejetée, humiliée et laissée pour morte. Mais à la fin, la femme stérile a laissé un héritage plus grand que l'homme qui l'a rejetée. Il s'avère que la famille n'est pas une question de lignée ou d'ADN. C'est une question de qui se tient à vos côtés quand l'ours charge et qui vous tient la main quand le feu faiblit. Silas Kincaid est mort avec un coffre plein d'or et un cœur vide. Taylor Blackwood est morte sans rien dans ses poches, mais elle était la femme la plus riche de l'Ouest. Avez-vous aimé cette histoire de justice et de survie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à se développer et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires de l'Ouest comme celle-ci. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche. J'ai une histoire qui arrive la semaine prochaine sur une fille de saloon qui est devenue mère et vous ne voudrez pas la manquer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que parfois, quand on pense que sa vie est finie, elle ne fait en réalité que commencer. Merci de votre écoute et à très bientôt.